Cher Émile Quinet, c'est un grand honneur de t'accueillir ce matin pour cette leçon inaugurale de rentrée des élèves de première année. Je voulais te remercier vivement d'avoir accepté notre invitation que nous t'avions adressée il y a quelques mois. Tu avais dit que l'objet c'était de conforter, de susciter l'intérêt de nos jeunes élèves pour les sciences économiques. En préambule du cours d'introduction à l'économie qu'ils suivront au second semestre. Et nous avions à ce moment-là naturellement pensé à toi. Tu es un éminent économiste, membre de l'Académie des technologies, très lié à l'école, puisque tu en es un ancien élève, tu es professeur émérite à l'école, tu as enseigné l'économie des transports en particulier, tu as été le président du département économie et sciences sociales, tu es aussi chercheur à Paris Sciences économiques, qui est un des grands centres de recherche en France dans ce domaine, auquel est associée l'école. Et puis, enseignant et chercheur, tu as aussi pratiqué l'économie au sein du ministère des Transports. Tu as été l'auteur de rapports très importants auprès des administrations françaises et internationales, dont les recommandations s'imposent. Voilà, donc nous sommes vraiment très heureux d'avoir cet honneur de t'accueillir et de bénéficier de ton expérience ce matin. Tu as intitulé ta leçon inaugurale « L'économie, un savoir au service de la société ». C'est un formidable programme pour nos jeunes élèves, futurs ingénieurs des ponts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi de faire cette conférence et de vous donner une initiation, une première initiation à l'économie. Parce que je crois que vous n'avez pas eu de contact avec cette discipline dans vos études antérieures. Et vous allez la découvrir à l'école des ponts. C'est donc une discipline nouvelle pour vous qui comprend de nombreuses particularités que je vais détailler. Et j'ai choisi comme titre celle qui me paraît la plus marquante, à savoir que c'est un savoir au service de la société. L'économiste, en effet, a l'habitude, la coutume, le tendance naturelle à fournir des recommandations aux décideurs sur les sujets qu'il a étudiés. Et on en voit de nombreuses traces dans les journaux. Et je voudrais vous développer ceci à partir de mon expérience qui, comme l'a rappelé François, est une expérience à la fois de recherche et d'enseignement, mais également d'expertise et de participation à la décision. C'est une expérience que j'ai toujours exercée collectivement, parce que l'économie, c'est quelque chose qui se pratique en groupe, en équipe, et aussi bien dans l'enseignement que dans la recherche et que dans l'expertise, c'est-à-dire les études particulières que j'ai pu faire, ça a été toujours un travail d'équipe. Voilà. Alors, c'est un savoir au service de la société, et j'en prendrai deux exemples qui sont des titres de travaux. Le premier, de travaux d'ingénieurs des ponts. Le premier, c'est De l'utilité des travaux publics par Jules Dupuy, qui est un texte qui date de 150 ans, et même plus, et qui a été un texte fondateur de
de la théorie, d'une bonne part de la théorie économique, de toutes celles qui s'intéressent à l'optimum économique, à l'intérêt des travaux publics, et c'est le titre de cet article qui a fait date et qui est encore référencé dans toutes les publications scientifiques. Et le deuxième, c'est l'économie du bien commun, et on voit bien là la cohérence et la proximité de l'économie avec la société, avec le service de la société. Et il est de Jean Tirole, un de nos camarades qui est le prix Nobel que vous connaissez. C'est l'occasion de marquer combien l'économie est une spécificité d'abord des ingénieurs en France. Les ingénieurs économiques sont très nombreux. Jean Tirole, le prix Nobel actuellement vivant, est un ingénieur. Notre autre prix Nobel d'économie, Maurice Allais, était également un ingénieur. Il est décédé il y a quelques années. Et il y a à l'école des Ponts spécialement une très forte tradition d'économie que vous verrez dans la diversité et l'ensemble des cours qui vous sont proposés, et également à l'appartenance de l'école à un centre de recherche qui est Paris School of Economics, qui a été cité par François, et qui est un des meilleurs, sinon le meilleur centre français de recherche en économie. Alors, c'est un savoir donc qui est au service de la société, et comme le montrent les deux titres d'ouvrages que j'ai cités, et je vous engage à lire l'ouvrage de Jean Tirole, mais je vous engage aussi à lire le troisième texte que je cite, « Peut-on faire confiance aux économistes ?» Ça a été écrit par un économiste américain qui travaille aux États-Unis en tout cas, et qui montre combien le savoir économique est peut-être challengé et comment il faut le comprendre pour en avoir une perception exacte et une bonne utilisation. Et c'est un petit peu à ça que je voudrais consacrer cette communication. L'autre caractéristique que je voudrais signaler, c'est que il y a d'autres spécificités que ce service de la société que je vais développer, et en particulier le fait que ce n'est ni une science dure ni une science molle. Je vais développer un peu ces deux termes. Alors, le but de ce dialogue, de cet échange que je voudrais avoir avec vous, c'est de montrer les spécificités de la discipline et d'illustrer sur quelques apports, sur quelques exemples, ces apports et ces limites. Alors, ce que je vais vous dire s'articule en quelques parties. La première, c'est les spécificités de l'économie en tant que science. Je voudrais y consacrer à peu près le quart de mon intervention. Ensuite, quelques illustrations pour faire apparaître les traits fondamentaux de l'économie. La première illustration, ça sera les effets d'interdépendance et les conséquences indirectes des mesures que l'on peut prendre quand on prend une décision économique. Et je ferai une application au lien entre les transports et l'urbanisme, et les transports et l'économie géographique. Le deuxième, ça sera un sujet qui est tout à fait fondamental pour des ingénieurs, qui concerne les choix d'investissement et la manière d'arbitrer entre des dépenses présentes, c'est la caractéristique des investissements, on arbitre entre des dépenses présentes et des avantages que l'on recueillera une fois que l'investissement sera en service dans le futur. Comment arbitrer entre dépenses présentes et avantages futurs et bénéfices futurs. Et enfin, le dernier point que je voudrais développer, c'est l'apport de l'économie à la gestion des risques. Et je voudrais ici, dans cette partie, je développerai deux choses. D'abord, comment l'économie peut s'introduire dans un domaine qui apparemment n'a rien d'économique, qui est la protection civile.
Et ensuite, comment l'économie peut s'introduire également dans des situations où la santé, la vie sont en jeu, par exemple la sécurité routière ou la santé publique. Alors, d'abord un petit mot sur les différents domaines de l'économie. Vous n'avez jamais fait d'économie, mais peut-être quand même que vous avez une connaissance sur les différents domaines de l'économie. En économie, comme dans les autres disciplines modernes, on ne peut pas tout savoir, on est obligé de se spécialiser. Et les économistes font donc une classification entre la macroéconomie et la microéconomie. La macroéconomie, c'est celle que l'on voit le plus souvent apparaître dans les journaux, dans les articles des médias. C'est par exemple la politique de l'emploi, la croissance économique et ses déterminants. Et tout ça est considéré au niveau de la nation ou au niveau international. En revanche, la microéconomie est quelque chose qui s'intéresse à des phénomènes beaucoup plus réduits, beaucoup plus restreints, qui sont le comportement des consommateurs, le comportement des entreprises, les deux considérés au niveau de l'agent. Et puis, il y a également une distinction que je ferai entre économie publique et économie privée. L'économie publique, c'est celle qui s'intéresse à tout ce qui met en jeu l'État, le réchauffement climatique, les investissements publics, la tarification des services publics, etc. Et l'économie privée, c'est ce qui s'intéresse plus précisément aux entreprises ou aux entreprises et au comportement des entreprises privées. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que de plus en plus, les deux s'interpénètrent. Par exemple, les entreprises privées sont soumises à des réglementations, à des normes. Il y a des décisions publiques concernant les tarifs qu'elles peuvent appliquer. Et tout ceci fait que l'économie publique pénètre dans l'entreprise privée et dans la gestion privée. Et d'autre part, l'économie publique elle-même, tout ce qui concerne ce qui peut paraître public par nature, comme les routes, comme la santé, etc., fait de plus en plus l'objet d'interpénétration avec la gestion privée. On concède les routes, il y a des hôpitaux qui sont concédés. À côté, il y a des hôpitaux qui sont concédés. Il y a, à côté des hôpitaux publics, il y a des cliniques privées qui sont soumises à une réglementation assez étroite. Donc il y a un mélange entre l'économie publique et l'économie privée. Alors, mon expérience, je ne vais pas la détailler, surtout que François l'a indiqué dans ses grandes lignes. Je me suis occupé essentiellement d'économie des transports, de choix des investissements, d'économie géographique et puis d'économie industrielle, notamment sous l'angle de la régulation des activités économiques. Et donc, vous voyez, l'essentiel de mon expérience est d'ordre microéconomique et plutôt public que privé. C'est sur ces thèmes que je vais faire mes développements, parce que c'est l'essentiel de ce que je sais. Et ce que je voudrais, c'est vous livrer un petit peu mon expérience et vous, à travers ce que je vais vous dire, vous faire sentir un peu le genre de choses, le genre d'activités, le genre de problèmes auquel un économiste est confronté, un économiste ingénieur des ponts est confronté. Alors, d'abord, donc, la spécificité de l'économie. Alors, je vois deux thèmes importants. D'abord, c'est une science dure qui travaille sur le mou.
Et ensuite, il y a une confusion entre les sciences, l'application et les recommandations qui en fait lui donne son originalité par rapport aux autres disciplines que l'on connaît. Alors, d'abord, elle n'est pas descriptive. Vous avez peut-être une vue de l'économie à travers ce que l'on en fait dans l'enseignement secondaire, si vous en avez suivi. Dans l'enseignement secondaire, l'économie est essentiellement descriptive. Or, l'économie que vous allez connaître sera essentiellement explicative. Elle va analyser des mécanismes comme on le fait par exemple en biologie. On explique pourquoi, pour recommander, un peu comme la biologie explique pour qu'ensuite le médecin ait des outils pour guérir ses patients. Alors, cette science introduit des concepts nouveaux qui sont assez faciles à comprendre, mais qui méritent quand même quelques commentaires. D'abord, les agents. Les agents, il y a les consommateurs. Leur comportement en microéconomie, on va analyser le comportement des consommateurs sous l'hypothèse essentielle qu'ils maximisent leur intérêt, leur utilité, comme on dit. Il y a les producteurs. Les producteurs, ils vont maximiser, l'hypothèse la plus fréquemment faite, c'est que les producteurs essayent de maximiser leurs profits en produisant et en vendant les produits qu'ils fabriquent. Et en un sens, l'économie est donc une science de l'optimisation, et c'est par ce biais que vont s'introduire les mathématiques. Vous allez avoir en économie un usage immodéré, j'allais dire, de l'optimisation, et puis de l'optimisation sous contrainte, et de l'optimisation dynamique également, que vous verrez dans les cours correspondants. Alors, à côté de ces agents, il y a les marchés. Les marchés, c'est l'endroit où se rencontrent les agents, et l'exemple type des marchés, c'est par exemple les marchés des matières premières, dans lesquels les producteurs de matières premières viennent présenter leurs produits et les acheteurs viennent les acheter. Vous avez les marchés des valeurs mobilières où s'échangent les actions et les obligations. Et puis, vous avez la notion d'équilibre. Alors, les marchés, c'est assez classique, hein, vous devez bien voir de quoi il s'agit. Les marchés que j'ai cités sont des marchés dans lesquels il y a ce qu'on appelle un commissaire-priseur, hein, qui assure l'équilibre entre l'offre et la demande, et ce qui définit le prix du marché. Par extension de langage, on parle de marché quand il s'agit du marché de l'automobile, bien qu'il n'y ait pas de commissaire-priseur pour vendre toutes les automobiles, mais il y a une sorte de confrontation implicite par essai et erreur entre l'offre et la demande. Alors l'équilibre, on le verra un peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est une notion qui est assez différente de l'équilibre d'une bille que l'on laisse bouger dans une tasse, hein, ou dans un bol. Mais la notion d'équilibre, vous allez voir à quoi elle peut correspondre. Et puis, il y a l'optimum collectif et l'intérêt général. Alors, ça peut choquer. Les économies se sont acharnées à définir l'optimum collectif et l'intérêt général. Et je voudrais là revenir sur Jules Dupuy, que j'ai cité tout à l'heure, sur l'utilité des travaux publics. Son objectif, c'était de définir quel était l'intérêt collectif d'un type de travaux publics. Il avait pris comme exemple les ponts, et il s'était posé la question comment mesurer l'intérêt d'un pont. Alors, la solution qu'il a proposée, qui a été ensuite développée par des générations et des générations d'économistes, et approfondie et perfectionnée, c'est la suivante, c'est que l'intérêt d'un pont, pour les utilisateurs, c'est la somme de ce que chacun d'eux serait prêt à payer pour utiliser ce pont.
Moi, j'utilise le pont, je suis prêt à payer 10 € pour ce pont, c'est-à-dire qu'à 11 € je ne le prendrai pas, mais à 9 € je le prends. Vous êtes prêt à payer 2 € pour le pont, par exemple, c'est-à-dire qu'à 3 € vous ne le prendrez pas et 1 € vous le prendrez. Eh bien, sur une société composée de nous deux, l'utilité du pont pour les utilisateurs, c'est 10 plus 2, c'est-à-dire 12 €. Et ça, c'est l'intérêt pour les utilisateurs. Et de cet intérêt pour les utilisateurs, il faut retrancher ce que pour la collectivité coûte ce pont. Qu'est-ce qui coûte pour la collectivité? C'est le coût de construction, plus les coûts d'entretien, d'exploitation, etc. Et Dupuy a donc défini une mesure de l'intérêt collectif que je vous explique sous une forme très très simple, très élémentaire, qui est la différence entre ce que les utilisateurs sont prêts à payer pour bénéficier du service et ce que coûte ce service en termes de premier établissement et en termes d'entretien et d'exploitation. Alors bien évidemment, le pont va avoir une utilité collective qui va dépendre de sa taille, qui va dépendre éventuellement du péage que l'on perçoit pour son passage. Et le travail de l'économie, ça sera de définir quelle est la bonne taille du pont, quel est le bon péage, et savoir si les avantages, les bénéfices qu'on en retire dépassent le coût qu'ils représentent. Alors, du coup, compte tenu de ce que je vous ai dit, on va avoir un langage mathématique, mais sur une science sociale. On va analyser des comportements d'entreprise, des comportements de consommateurs, des comportements d'agents particuliers qui dépendent de bien d'autres considérations que les considérations économiques. Il y a la psychologie, la sociologie qui entrent en compte. Les décisions économiques qui sont prises par l'État ont une composante politique qui est inutile de souligner. Et quelques autres particularités de l'économie, c'est que l'expérimentation n'est pas possible. Vous ne pouvez pas isoler les causes. En physique, par exemple, pour mesurer l'attraction de la pesanteur, vous dites dans un tube de vide 2 objets, une plume et puis une bille de plomb, et vous apercevez que si le tube est bien vide, eh bien les deux tombent avec la même vitesse. Ça permet d'isoler l'effet attraction de la pesanteur de tous les autres effets, dans le cas particulier, effet de la résistance de l'air. En économie, l'expérimentation est très peu possible, très rare, et donc on est obligé d'analyser tous les phénomènes globalement. Alors ça veut dire qu'il y a de fortes incertitudes dans les estimations que l'on peut faire des paramètres. Tel paramètre, j'ai cité par exemple la propension à consommer. La propension à consommer, c'est la partie du revenu que les usagers consomment, la partie de leur revenu annuel, mensuel, que les usagers consacrent à la consommation. C'est un paramètre tout à fait fondamental, on l'imagine bien, mais qui va être très différent selon le pays, selon le niveau de revenu de l'individu, selon la région même dans laquelle il se trouve dans un pays donné. Et tout ceci fait qu'on aura pour cette propension à consommer un faisceau de valeurs, un nuage de valeurs, alors que pour l'accélération de la pesanteur, on a une valeur par lieu, et puis et les valeurs diffèrent peu d'un lieu à l'autre. Et d'où l'économie utilise beaucoup les modèles qui font des hypothèses et qui permettent ensuite de développer le savoir, développer l'usage des mathématiques. Et on peut distinguer les modèles pédagogiques, ceux que vous rencontrerez beaucoup dans les cours que vous aurez, qui ont pour but de mettre en évidence
des phénomènes particuliers. On va en voir un tout de suite après, qui est le modèle de l'offre et de la demande, de l'équilibre des marchés. Et ces modèles se concentrent sur un ou deux mécanismes et laissent de côté tout le reste. Donc ils sont très bien pour comprendre, mais ils ne sont pas bien pour prévoir. Si l'on veut prévoir, si l'on veut vraiment reproduire concrètement la réalité, il faut des modèles beaucoup plus gros, beaucoup plus importants. Et à côté du modèle pédagogique de l'offre et de la demande que l'on va voir tout à l'heure, on peut citer les modèles de trafic qui visent à prévoir le trafic sur une ligne de métro future ou sur une ligne TGV que l'on va construire. Et ces modèles de trafic sont d'une taille et d'une complexité considérable. Il peut y avoir plusieurs milliers de variables, presque autant de paramètres, et tout ça simplement pour prévoir le trafic qui passera sur une ligne de métro que l'on envisage de réaliser et que l'on veut évaluer. Alors ces modèles opérationnels, évidemment, permettent de reproduire la réalité, mais on ne gagne pas quelque chose d'un côté sans perdre de l'autre. C'est des modèles dont on ne sait pas très bien, compte tenu de leur complexité, comment ils fonctionnent. Et en plus, comme ils ont beaucoup de paramètres, ils peuvent être un peu manipulables. D'où, dans ces cas-là, un devoir d'expertise qui est à exercer et qui nécessite de l'expérience et des comparaisons nombreuses. Alors, je voudrais un peu terminer cette partie-là en vous indiquer au fond la diversité que recouvre le terme économiste. Dans une discipline des sciences de l'ingénieur, on pourrait faire la même comparaison pour la médecine, par exemple. En médecine, il y a une chaîne, biologie, scientifique, le médecin qui guérit, et puis l'infirmier qui administre la potion. Dans les sciences de l'ingénieur, on distingue aussi le chercheur, le physicien, le mathématicien, ceux qui travaillent dans les labos de recherche, le praticien, l'ingénieur, que vous avez vocation à être, et puis l'exécutant, le technicien qui surveille les travaux, etc. Et ce qui se passe dans les sciences de l'ingénieur, comme d'ailleurs en médecine, c'est que les relations entre l'ingénieur et son client, et le technicien et son client, sont codifiées. Il y a des objets à réaliser, il y a un rôle de maître d'œuvre, maître d'ouvrage qui est bien codifié, avec des relations, des contrats entre eux. Et c'est vrai aussi en médecine, on dispose de règles de l'art. C'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter quand on fait une étude technique, il y a des règles à respecter quand on porte un diagnostic, quand on prescrit une médication, et on peut d'ailleurs être mis en cause, et on en voit le résultat tous les jours, quand ces règles de l'art n'ont pas été suivies ou sont contestées par les gens qui en ont subi les inconvénients. Or, rien de tout cela n'existe en économie. En économie, il y a peu de règles de l'art. Il y a juste une règle de l'art. Il y a deux règles de l'art, si quand même. Il y a une règle de l'art qui a été établie par un groupe, un petit club de prix Nobel, sur la manière d'exécuter les enquêtes que l'on fait pour évaluer les biens environnementaux. Des biens environnementaux comme l'air pur, comme la pureté de la mer, ont une valeur. On peut essayer d'approcher cette valeur par des enquêtes, et on peut par des enquêtes en déduire quel est le dommage occasionné, par exemple, par une pollution marine ou par telle ou telle destruction de paysage. Alors, ces enquêtes sont très délicates et très incertaines dans leurs résultats, et pour restreindre la marge d'incertitude, eh bien, il y a un groupe d'économistes très, très connus qui ont déposé des règles de l'art. Et puis, il y a un autre domaine dans lequel il y a des règles de l'art, c'est l'exécution, l'évaluation des investissements publics. Le pont dont je vous parlais tout à l'heure, il y a des méthodologies d'évaluer l'intérêt
d'un pont, d'une voie ferrée, d'un transport en commun, mais également l'intérêt d'un hôpital, l'intérêt d'une université, l'intérêt d'un équipement météorologique. Tout ça, ce sont des sujets auxquels j'ai été un peu confronté et dans lesquels j'ai trempé. Des règles de l'art très générales qui sont définies en France pour qu'il y ait une certaine homogénéité de comparaison entre tous ces objets publics et pour que l'État puisse faire une hiérarchie entre tous ces objets et définir ceux qui sont intéressants d'un point de vue collectif de ceux qui ne sont pas intéressants. Donc voilà, mais les règles de l'art sont quand même très rares et très limitées. Alors l'économiste aussi est un prophète peu écouté. On voit beaucoup d'économistes qui font des recommandations. On constate que quelquefois deux économistes font des recommandations différentes. Churchill disait qu'il souhaitait avoir des économistes manchots. Et on lui demandait pourquoi un économiste manchot. Et il répondait parce que quand j'interroge un économiste, il me dit on the one hand, I can do something. On the other hand, I could do something else. So, du coup, il voulait avoir, c'est le symbole de ce que l'économie est un savoir qui n'est pas contestable, mais qui mérite le dialogue. Qui mérite le dialogue. Voilà. Alors, ça va pas. Ah, voilà. Alors, avant de passer à la partie suivante, qui va être consacrée aux effets indirects, aux interdépendances entre marchés, aux effets indirects, et puis à l'application à un cas de relation entre les transports et la géographie. Je voulais voir si vous aviez des questions sur toute cette partie très générale concernant les particularités de l'économie. Quelque chose, une économie que vous connaissez peu et qui présente quelques aspects nouveaux par rapport à ce que vous avez l'habitude de fréquenter, de côtoyer. Voilà, alors je voulais vous parler de la notion de marché, de l'équilibre sur un marché, et puis et des interdépendances entre marchés. Alors, sur un marché, je vais prendre ici par exemple le marché du vin. Hein, je considère les prix et les quantités du vin et j'analyse les comportements des agents, à la fois d'abord des producteurs et ensuite des consommateurs. Alors, une première hypothèse, je considère le vin en général, je suppose qu'il n'y a qu'une seule qualité de vin, et je pense que le marché donc est bien défini. Pour être plus complet, il faudrait distinguer entre les catégories de vins, des vins de bonne qualité, des vins de mauvaise qualité. Tout ça est possible, mais ça complique la chose. Et d'un point de vue pédagogique, considérer la catégorie vin dans son ensemble est suffisant. Alors, donc, l'offre, elle indique ce que les producteurs de vin vont produire si le prix a un certain niveau. Si le prix est bas, l'offre de vin sera limitée parce que les producteurs n'y trouveront pas leur compte. Et si le prix est élevé, l'offre sera très importante pour pouvoir satisfaire la demande et faire des profits. Les producteurs de vin vont développer des zones qui sont difficiles à exploiter, planter des vignobles nouveaux, etc., etc. Donc l'offre qui donne les prix, les quantités en fonction des prix, en fait, il faut raisonner à prix donné quand on lit ces graphiques-là. L'habitude est de mettre toujours les quantités en abscisse et les prix en ordonnée. Mais quand on les lit, il faut considérer que
c'est à prix donné que l'on raisonne quand on veut comprendre comment est établie chacune des deux courbes. Alors la demande, donc l'offre est une courbe croissante. Bon, je l'ai fait linéaire, mais c'est pas la chose importante. Et la demande est une courbe décroissante, bien évidemment. Quand le prix est élevé, peu de gens en veulent acheter, et quand le prix est bas, la demande augmente. Et s'il y a un commissaire-priseur, eh bien, il va annoncer différents prix, par exemple un prix très élevé, de la légende de l'ordonnée, et à ce moment-là, il va constater qu'avec ce prix très élevé, l'offre est considérable, mais la demande est très faible. Il va pas y avoir d'équilibre entre l'offre et la demande. Donc il va baisser son prix. S'il fait son prix très bas, tout près à une ordonnée très faible, nettement en dessous du point de rencontre entre l'offre et la demande, il va constater que l'offre est très faible, la demande est très forte, à un prix très bas, bien sûr. Les gens sont tout près d'acheter beaucoup de vin, mais l'offre est très faible et il n'y a pas équilibre du marché. Et dans ces conditions, il va, par tâtonnement, arriver à définir un prix, qui est celui que j'ai marqué là, qui est à l'intersection de la courbe d'offre et de demande, qui définit un prix du marché et une quantité du marché. Alors, alors ça, c'est un premier point. Ce qu'il faut, il faut voir, c'est l'intérêt de ces courbes. Il est intéressant pour les producteurs, par exemple, de connaître la courbe de demande, parce que ça leur permet d'ajuster leur offre et de savoir comment elle va réagir à une variation des prix. Et là, on tombe sur toutes les études de marketing qui ont pour but justement de connaître la demande et de voir comment elle varie en fonction des prix, mais également en fonction des tas d'autres paramètres. Alors là, j'ai pris en compte un marché qui est le marché du vin. Faites le même schéma sur un autre marché d'un bien qui est un peu concurrent, la bière. J'ai pris cet exemple. Et vous avez là un schéma analogue pour le marché de la bière, mais vous avez une interaction entre les deux marchés. Dans la mesure où les biens sont substituts. Si, par exemple, pour des raisons de maladie du houblon, l'offre de bière, de maladie des vignobles, l'offre de vin diminue, parce qu'il n'y a plus de... À ce moment-là, on va avoir, sur le marché du vin, on va avoir un déplacement de la courbe d'offre qui, à prix donné, va réduire les quantités, donc on va aller ici, et la quantité de vin, là on va avoir delta Q, et sur le marché du vin, la quantité de vin va se réduire, le prix du vin va augmenter. Et du coup, pour la bière, eh bien, il va y avoir, l'offre de bière ne change pas, mais c'est la demande de bière qui va être augmentée parce que les gens pour lesquels le vin est devenu trop cher vont se rabattre sur la bière. Et donc, ça c'est la bière. Et donc, la demande de bière va augmenter et l'équilibre sur le marché de la bière va se trouver modifié et il va y avoir une augmentation du prix et de la quantité sur le marché de la bière. Ce qui fait que vous avez un exemple là qui est très simple, dans lequel vous avez interdépendance entre deux marchés en agissant sur un marché, vous avez un effet sur l'autre. Alors, je l'ai fait pour deux marchés. Vous imaginez bien que ça peut se développer pour un plus grand nombre, dans un grand nombre de situations. Et ça montre que quand on fait une action sur un marché, il faut toujours se méfier, faire attention de ce qui se passe sur l'autre.
Alors, je voudrais vous illustrer ceci sur l'exemple des relations entre transport et urbanisme. Et je prends l'exemple d'une... vous voyez, c'est dans le cas particulier, je vais présenter un modèle très simple qui est une simplification outrageuse d'une réalité qui est forcément très complexe. Et la simplification en question, c'est que vous avez une zone centrale de l'agglomération où sont concentrés les emplois et la majorité des habitants. Alors voilà, la simplification selon laquelle les emplois sont concentrés au centre, évidemment très, très excessive. Vous avez une ville dortoir à une certaine distance où habite une petite partie de la population de l'agglomération et où il n'y a pas d'activité. Là aussi, c'est une simplification tout à fait inacceptable dans la réalité, mais qui est un cas intéressant à étudier à titre pédagogique, disons. Et alors, entre les deux, vous avez un transport en commun qui relie la ville dortoir au centre. Et l'hypothèse, c'est que les gens qui habitent dans cette ville dortoir, dans cette petite ville dortoir, vont en transport en commun travailler dans la grande ville et puis rentrent chez eux le soir. Alors, supposons que la municipalité veuille s'acquérir les faveurs des habitants de la ville dortoir et leur accorde la gratuité des transports en commun. Apparemment, c'est une mesure qui est destinée à favoriser les habitants de la ville dortoir. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est qui en profite? Alors, qui en profite? Moi, j'ai un peu listé tous les gens auxquels on peut penser. Les habitants de la ville dortoir, c'est ceux qui sont visés par la mesure. Les habitants de la zone centrale, les entreprises qui sont toutes situées dans la zone centrale, par hypothèse, ou bien les propriétaires fonciers, ceux de la zone centrale ou ceux de la ville dortoir. Qu'il n'y a pas d'apport de l'extérieur. On pourra après regarder votre hypothèse où il y a des apports de population de l'extérieur. C'est ça auquel vous pensez. Hein. Mais s'il n'y a pas d'apport de population de l'extérieur, s'il n'y a pas de migration possible, en fait, ça peut être un peu n'importe lesquels de ces agents qui bénéficient selon les hypothèses complémentaires que l'on fait. Et vous venez d'en exprimer une, qui est qu'il y a des apports de population de l'extérieur. Je ne l'avais pas prévu dans mon schéma, mais on le regardera tout à l'heure après. Alors, ce que je voudrais, c'est vous montrer un exemple dans lequel les bénéficiaires de la mesure ne sont pas les habitants de la ville dortoir, mais tout à fait d'autres personnes. En effet, qu'est-ce qui va se passer si les transports en commun diminuent? C'est que la ville dortoir va devenir plus attractive. Des gens qui auparavant ne voulaient pas s'installer dans la ville dortoir vont pouvoir, vont pouvoir le faire et bénéficier, par exemple, des espaces verts qu'on y trouve, alors que dans la zone centrale, on ne les trouve pas. Alors, donc, il va y avoir une pression pour que des gens de la zone centrale viennent vers la ville dortoir. Et ça, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer, a priori, une augmentation des loyers. Les logements en ville dortoir étant limités en nombre, il y a la demande pour habiter dans cette ville dortoir augmentant, les loyers vont augmenter par un effet de loi de l'offre et de la demande, comme on a vu tout à l'heure. Alors donc, finalement, une première réponse, c'est dans ce schéma où c'est que c'est les propriétaires fonciers de la ville dortoir qui vont en bénéficier. Alors, je complique un peu les choses. Je pose la question, qui va financer cette mesure? Parce que c'est une mesure qui va créer un déficit. Et tout va dépendre aussi, il faut prendre en considération la manière dont cette mesure sera financée. Si, par exemple, elle est financée par le versement transport, qui est un versement qui est payé par les entreprises, s'il est financé par une augmentation du versement transport, eh bien,
ce qui va se passer, c'est que les entreprises de la ville-centre vont être pénalisées, ils vont avoir davantage d'impôts à payer. Les entreprises de la ville-centre, c'est les actionnaires, hein, les profits de ces entreprises vont être réduits, donc c'est les actionnaires qui vont voir leurs dividendes se réduire. Et finalement, la mesure que l'on avait envisagée, dans les cadres des hypothèses très restrictives que j'ai citées, va s'analyser entre un transfert entre les actionnaires et les propriétaires fonciers de la ville dortoir, les actionnaires de la ville-centre et les propriétaires fonciers de la ville dortoir. Bon, c'est tout à fait, ce que je vous ai présenté là est tout à fait extrême, mais c'est un exemple qui montre combien il faut se méfier des effets secondaires des mesures que l'on peut envisager. Il y a une autre, on peut très facilement compléter le modèle et dire, eh bien, finalement, comme il va y avoir une pression des loyers à la hausse dans la ville dortoir, on va construire dans cette ville dortoir. Et à ce moment-là, la population de la ville dortoir va augmenter par des gens qui viennent soit de la ville-centre, soit l'hypothèse que vous aviez émise, des gens qui viennent de l'extérieur et qui viennent augmenter la taille de l'agglomération. Et à ce moment-là, il y aurait d'autres considérations à prendre en compte sur la productivité d'une agglomération en fonction de sa taille, etc. Alors, l'arbitrage, maintenant je voudrais passer... c'est l'économie et les risques collectifs, la santé, etc. Je me mets dans une situation d'un service de protection civile c'est un modèle naïf, un modèle pédagogique hein, qui n'a évidemment aucune prétention à représenter la réalité, mais qui a pour but de mettre en œuvre des concepts. Si on voulait faire un modèle complet, ça serait autre chose. Alors, je suppose qu'il y a un centre de pompiers isolé dans une île, qui est constitué de deux équipes susceptibles d'intervenir sur un terrain d'incendie. Et puis, quand il y a un incendie, ça va bien. Quand il y en a deux, ça va bien. Et puis, quand il y en a deux, les deux équipes sont mobilisées. Et supposons qu'il y ait 3 incendies qui éclatent en même temps. Il faut réagir immédiatement. Et il y a plusieurs solutions qui s'offrent. Hein. D'abord, supposons que chacun des incendies on soit à peu près sûr qu'il y a 5 personnes à sauver dans chacun des incendies. Donc on peut sacrifier un des sinistres. Hein. À ce moment-là, il y aura 10 personnes de sauvées et 5 morts. L'autre idée, c'est de restructurer les équipes en faisant 3 petites équipes à partir des 2 grandes, ce qui fait que, mais ce qui se passera, c'est que les 3 équipes en question sont inefficaces et sur chacun des 3 sites, elles ne sauveront que 2 personnes. Donc il y aura au total 9 morts, 3 dans chaque site, et puis les autres personnes seront sauvées, les 6 autres seront sauvées. Alors, quel est le plus efficace? C'est évidemment la première solution, c'est de sacrifier un des sinistres. Quel est le plus équitable? Si on pense en termes, par exemple, de municipalités qui sont concernées, c'est de faire en sorte que les 3 municipalités soient traitées de manière égale, c'est-à-dire que l'on ait fait 3 mini-équipes qui seront chacune peu efficaces. Et vous avez là un exemple de conflit entre l'efficacité et l'équité. Vous avez une forme d'équité que vous aviez en tête, qui était de satisfaire de la même manière les 3 municipalités, et puis l'efficacité vous conduit à sacrifier l'équité. Et si vous sacrifiez l'équité, vous aurez probablement dans les journaux locaux, si la situation arrive à se réaliser, vous aurez probablement dans les journaux locaux des articles incendiaires, c'est le cas de le dire, sur ce qui s'est passé. Alors, il doit y avoir des règles
Alors, je ne connais pas les règles qui sont utilisées dans la protection civile, mais ce que je pense, c'est que l'économie peut aider à les structurer. Alors, je peux prendre comme exemple les conflits pour les sillons ferroviaires. Vous savez que sur les réseaux de chemin de fer passent différentes sortes de circulations, passent des trains de marchandises qui sont très lents, des trains intercités, les TGV par exemple, et puis des trains de déplacement quotidien, les TER. Alors, prenons un exemple de conflit. Prenons un exemple de conflit qui peut se produire de manière opérationnelle entre ces différents types de circulation. Vous avez 3 lignes qui viennent se joindre sur une seule ligne et en principe, si la planification des circulations fait que il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème en théorie. On a par exemple donné celui-là doit arriver le premier, l'autre arrive ensuite, à un intervalle de temps suffisant, et puis le troisième là. Donc en théorie, d'après la planification qui a été faite, il n'y a pas de problème de conflit. Mais on sait bien que dans les horaires de chemin de fer, entre la planification et la réalité, il y a un écart, et que il peut se produire que ce train qui est là est un retard, que celui-là soit un peu en avance, celui-là je ne sais pas très bien quoi. Bref, il va y avoir une conjonction et il faut à ce moment-là que l'aiguilleur dise lequel passe en premier. Alors, il y a plusieurs solutions pour ça. Une solution un peu automatique, c'est first in, first out. Le premier qui était prévu dans la planification passe, ou bien une autre version de first in, first out, c'est le premier qui arrive passe, et puis le second attend. Mais ça risque de poser des problèmes. Si le premier que l'on fait passer dans la situation réelle est par exemple un train de marchandises qui va rouler à 70 à l'heure, il va retarder considérablement le train à grande vitesse qui arrive juste après et qui a loupé son horaire et qui va rouler à 70 pendant peut-être 20 km alors qu'il prévoyait de rouler à 160 à l'heure et ça va le mettre considérablement en retard. Alors, dans ces conditions, il y a un moyen qui est utilisé, quelque chose que j'avais un peu analysé dans une étude que j'avais faite dans le passé sur les sillons ferroviaires et qui est utilisé dans certains pays étrangers au moins, c'est de tenir compte de la valeur économique des différentes circulations, parce que le train de marchandises, il peut peut-être très bien attendre, peut-être que la marchandise qu'il transporte n'a aucune espèce d'urgence et qu'elle peut arriver 1 heure après. Peut-être aussi que le train de marchandises en question est très important parce que l'usine qu'il va approvisionner est une usine qui marche en flux tendu et qu'elle a besoin de cet approvisionnement pour continuer son activité. Donc, il y a une valeur économique de ces trains. On pourrait dire la même chose pour les trains intercités ou à grande vitesse et puis les trains de voisinage. Et donc, il y a une valeur économique pour chacun de ces services. Et l'idée, c'est de mettre dans le poste d'aiguillage quelqu'un qui connaît la valeur économique des différents services, parce qu'il fait partie, par exemple, des services commerciaux, où il a eu les mandats des services commerciaux, et qui peut dire lequel des trains est le plus intéressant sur le plan de la valeur économique, de façon à maximiser la valeur économique ou à minimiser le coût des retards. Alors, revenons à la sécurité.
Et je voudrais introduire là une notion qui peut peut-être vous choquer, c'est le prix de la vie humaine. Alors, ça peut être choquant parce que donner un prix à la vie humaine, c'est un peu perturbant. En plus, et introduire des considérations d'économique dans ce domaine peut paraître curieux. En effet, par exemple, quand il y a un accident dans une mine, on ne fait absolument aucun calcul économique pour vérifier si ça vaut la peine d'aller sauver les mineurs. On met tous les moyens en œuvre pour les sauver. Et l'économie n'entre pas en jeu. La chose est un peu différente quand on doit répartir des équipements, que ce soit des équipements de pompiers, hein, des voitures, des postes, des voitures, des équipements divers pour éteindre le feu, que ce soit également des équipements de santé pour un hôpital. Hein. Alors, quelqu'un qui a un budget donné comment va-t-il répartir ce budget entre les différents services auxquels il peut distribuer cet argent? Eh bien, il est évident que si, par exemple, il donne 1 million à un service par lequel il est probable qu'on va sauver 2 vies, et que le même million dans un autre service où il est probable qu'on va sauver 4 vies, c'est dans le deuxième service qu'il faut que le répartiteur de crédit mette son argent. Hein. Et on voit bien par cet exemple que la meilleure utilisation du crédit qu'il aura consistera à faire en sorte que le dernier million dépensé ait la même effet, la meilleure efficacité sur les différents services où il peut l'affecter. Hein. Et par exemple, le dernier million dépensé permettra de sauver 0,5 vies humaines. Alors à ce moment-là, on voit bien apparaître une valeur de la vie humaine implicite qui résulte du budget qui a été fixé et puis des utilisations qui étaient possibles de ce budget, qui est 0,5 vies pour 1 million, ça fait 2 millions comme valeur de la vie humaine. Alors évidemment, on peut raffiner ce raisonnement en disant il n'y a pas que la vie qui compte, il y a aussi l'âge de la personne que l'on veut sauver. Dans le cas de la santé, ça peut être très important. Il y a aussi la qualité de vie de la personne que l'on sauve. Si on prolonge la vie de quelqu'un qui est très handicapé, peut-être qu'on peut considérer que ça a une autre valeur que prolonger la vie de quelqu'un qui n'a aucun handicap. Enfin, c'est des questions, vous voyez, dont on voit qu'elles sont très vite éthiques, complètement éthiques, mais on voit quand même s'introduire dans leur traitement des éléments d'analyse économique. Alors, vous voyez, cette valeur a été déterminée par le fait que le responsable de l'échelon, cette valeur de 2 millions de vies humaines que j'ai citée tout à l'heure, elle vient de ce que le responsable du budget général a distribué ses crédits entre les différents services qui étaient susceptibles de sauver des vies humaines, donc protection civile, transport, santé, armée également. Cette valeur résulte bien d'un choix politique, puisque c'est la somme des budgets que l'on consacre à ces activités qui la définit en quelque sorte. Alors, c'est une valeur, c'est une décision politique, mais l'économie peut aider à l'éclairer, cette décision. Alors, comment peut-on évaluer d'un point de vue économique la valeur de la vie humaine? Alors, il y a 2 méthodes. L'une qui a été longtemps utilisée au début,
il y a une cinquantaine d'années, c'est cette mesure d'évaluation qui était utilisée, mais elle a été vite abandonnée. C'est regarder la perte de production de la personne qui est décédée. Alors, c'est comme ça qu'on a évalué la valeur de la vie humaine pour la sécurité routière dans le temps. On évaluait la perte de production moyenne de l'accidenté, enfin du décédé dans les accidents de la route. Alors évidemment, c'est un peu délicat parce que si on prend la perte de production brute, on a tout ce que la personne a produit, mais elle en aurait consommé une partie. Donc il vaut mieux prendre la perte de production nette, c'est-à-dire ce qu'il produit moins ce qu'il consomme. Mais à ce moment-là, ça donne des montants très faibles. Et puis pour les personnes qui ne travaillent pas, ça donne des montants négatifs. Alors maintenant, toutes les méthodes que l'on utilise pour évaluer la valeur de la vie humaine sont des enquêtes du type enquête marketing, dans lesquelles on propose aux gens non pas qu'est-ce que vous seriez prêt à payer pour avoir la vie sauve, mais on les met dans une situation de risque qu'ils connaissent. Il faut qu'ils connaissent bien la situation de risque à laquelle ils vont être confrontés. On les met dans une situation de risque, par exemple, une route d'un certain type, dans laquelle il y a un risque d'accident de temps, et puis, par exemple, un péage pour prendre cette route d'un certain montant. Et puis, on leur propose un arbitrage entre cette route qui a un certain niveau de risque et un certain niveau de péage, et une autre route qui a un autre niveau de risque, par exemple plus bas, et un péage plus élevé. Et en voyant la manière dont ils répondent à ce choix qu'il leur est proposé, eh bien, on peut en déduire une valeur de la vie humaine. Si par exemple ils sont prêts à payer 10 € pour voir leur risque réduit de 10 puissance moins 6, eh bien ça fait une valeur de la vie humaine qui est, sauf erreur, de 10 millions d'euros. Alors c'est des méthodes qui sont utilisées par de très nombreux chercheurs qui font l'objet de très nombreuses études. Il doit bien y en avoir 300 ou 400 au moins sur l'ensemble des pays type OCDE. C'est des méthodes qui donnent des résultats qui ne sont pas forcément juste toujours les mêmes, hein, qui sont variés. Il y a des dispersions autour des moyennes. Il y a des paramètres dont dépendent ces valeurs de la vie humaine. Et le paramètre le plus important, c'est le revenu de l'individu, hein. Quelqu'un de riche va pouvoir consacrer davantage est prêt à payer davantage pour assurer sa sécurité que quelqu'un qui est pauvre, hein, c'est évident. Alors, ces études sont nombreuses et il y en a des recensions en sont faites. La recension des études et des résultats et la comparaison des résultats est une méthode très, très utilisée en économie, justement pour faire pièce à la relative incertitude que présentent les méthodes et la dispersion que présentent les résultats. Alors, on a des résultats qui viennent de France, plusieurs études de France, des études qui viennent d'autres pays, et on regarde comment ces résultats, quelle est leur valeur moyenne, comment ils dépendent de différents paramètres, comme la méthode d'enquête, comme par exemple le revenu du pays en question. De là, on tire à dire d'experts, en quelque sorte, une valeur moyenne, et c'est comme ça qu'on a fixé dans le groupe de travail que j'avais présidé il y a 5 ans sur l'évaluation des investissements publics, qu'on avait fixé la valeur de la vie humaine à une valeur qui est maintenant, je crois, de 3,5 millions d'euros. Et c'est ensuite cette valeur qui est utilisée pour les évaluations d'investissements publics, quand par exemple on regarde la rentabilité d'un métro,
eh bien, on apprécie d'abord, on estime d'abord le nombre d'utilisateurs de la voiture qui vont se transférer vers le métro. Et le métro est totalement sûr par rapport à la voiture. Donc on peut déduire de ce nombre d'usagers qui abandonnent la voiture le nombre probable de morts qui seront évités. Et on les valorise par cette valeur, ce qui donne un gain en termes de sécurité de la réalisation du métro en question. Alors, un problème quand même dans l'utilisation de ces valeurs de la vie humaine, c'est que ce sont des valeurs qui sont des valeurs correspondant au comportement des individus. Alors, par le processus même des enquêtes qui ont conduit à les obtenir. Mais il y a aussi des valeurs pour les opérateurs. Et là, c'est une difficulté que l'on rencontre en économie entre les valeurs publiques et les valeurs privées. Parce que les opérateurs, le chemin de fer, l'aviation, éventuellement le nucléaire, apprécient la sécurité non seulement à travers ce qui se passe pour les usagers, mais à travers la responsabilité juridique qu'ils peuvent avoir, à travers l'amplification médiatique et la perte de clientèle qui peut en résulter. Et de ce fait, quand on regarde la manière dont ces opérateurs choisissent leurs décisions de sécurité, leurs investissements, leurs mesures d'exploitation concernant la sécurité, eh bien on constate que ces opérateurs appliquent en fait des valeurs de la vie humaine qui sont nettement supérieures aux 3,5 millions que j'ai cités tout à l'heure et qui tiennent compte des impacts commerciaux négatifs que ça peut avoir sur leur fréquentation, sur des effets médiatiques et puis de la responsabilité juridique. Donc on voit qu'à côté de ces évaluations que l'économiste voudrait voir généralisées, il y a des effets qui sont créés, qui sont amplifiés par le flou, la mauvaise diffusion de la connaissance et par des effets médiatiques comme ceux que je viens de vous décrire. Alors, je voudrais conclure là. J'ai sauté un paragraphe que j'avais, une section que j'avais prévue sur le choix entre l'arbitrage entre le court terme et le long terme. Mais, si vous voulez, je pourrais le compléter, mais je préfère peut-être vous laisser la parole pour des questions. Et voilà, donc la parole est à vous. Merci beaucoup, Émile, pour cette conférence pédagogique d'introduction à l'économie et articulée autour de problèmes très concrets, de questions troublantes, je pense, pour nos jeunes élèves autour de ces questions sur la valeur de la vie humaine. Et j'imagine que ça va susciter beaucoup de questions. Donc voilà, je me tourne vers le public pour les questions. Je m'appelle Saadallah et j'aimerais revenir, s'il vous plaît, sur la première partie de votre exposé et sur la notion, ou plutôt la définition du rôle de l'économiste que vous avez souhaité donner. Et j'aimerais à ce titre vous poser une question qui relève davantage de la philosophie politique. Aujourd'hui, et j'en veux pour preuve les débats sur la dernière séquence électorale, nous avons substitué justement le rôle de l'économiste. Nous avons, d'une certaine manière, effacé la primauté du politique sur l'économique pour en imposer la primauté de l'économie sur le politique.
quitte à vider de toute substance le débat public sur le plan des idées. J'aimerais donc à cet égard donner un exemple, donc celui de l'éducation nationale, où on a donc jugé bon d'appliquer la doctrine de Bourdieu dans Les Héritiers, par rapport notamment aux formations d'apprentissage, etc., en voyant une certaine forme de fascination au modèle suisse ou au modèle allemand. Et j'aimerais donc vous poser la question suivante. Quel est à votre sens, donc faut-il à votre sens engager justement une réaction pour donc repositionner donc le politique par rapport à l'économie et en ce sens éviter la prévention de Lamartine qui disait qu'un peuple sans âme est une vaste foule? Ben, écoutez, je vais peut-être vous étonner. D'abord, vous me faites parler dans un domaine qui n'est pas celui de mon expertise. Hein. Mon expertise n'est pas macroéconomique, elle n'est pas non plus directement dans l'enseignement. Elle est dans les transports, l'environnement, l'énergie et l'économie géographique. Mais ce que vous dites, que l'économie a pris la place du politique, je ne le ressens pas du tout. Je ne le ressens pas du tout. J'ai pas l'impression que l'économie est vraiment pris cette place. Et j'aurais plutôt la tendance inverse de penser que c'est le politique qui est le leader et qu'il utilise l'expertise économique, bien sûr, mais il l'utilise dans le domaine, dans les termes que je vous ai définis tout à fait au début, avec les biais que je vous ai définis tout à fait au début, qui sont plutôt que... Voilà le sentiment que j'ai en tant que praticien de l'économie, en tant qu'économiste qui fait de la recherche, qui essaye de faire passer des messages, c'est que l'économiste est un prophète peu écouté. Alors je pense que je voudrais pas rentrer dans le débat que vous avez soulevé concernant l'enseignement, si j'ai bien compris, l'enseignement supérieur, et puis j'ai l'impression que... bien souvent, le décideur, c'est ma dernière phrase, le décideur retient des conseils d'économistes, bien souvent ne retient que ceux qui vont dans le sens qu'il souhaite. Et je crois que c'est ça un peu les deux réponses que je ferai à votre question, bien qu'il faudrait bien sûr en échanger davantage dessus. C'est que l'économiste est un prophète peu écouté, et que le politique choisit, a une certaine tendance à faire son marché dans les doctrines économiques pour aller prendre celle qui lui convient. Voilà. Alors j'ai le sentiment que ma réponse ne doit pas beaucoup vous satisfaire, mais c'est celle qui est dans la ligne de ce que je vous avais présenté et puis de mon expérience également. Mais j'ai peut-être répondu un peu à côté. Par rapport à la dernière tragédie de Gênes, donc certains responsables politiques italiens se sont empressés de pointer du doigt les bureaucrates et les technocrates de Bruxelles et leurs réglementations budgétaires qui ont par exemple pris le pas sur une véritable politique et une véritable perspective sur le long terme, notamment par rapport à la gestion des infrastructures, ou encore la fascination toute faite dans le débat de la dernière séquence électorale où finalement on faisait son marché entre les candidats par rapport au taux de TVA, par rapport aux nouveaux impôts, etc., plutôt que finalement vis-à-vis du débat d'idées. C'était plutôt dans ce sens-là que j'orientais ma question. Alors pour le pont de Gênes, c'est un exemple d'actualité. Bon, il y a bien longtemps que les économistes et d'autres, je ne connais pas la situation italienne en matière d'infrastructure, mais il y a bien longtemps que les économistes et d'autres techniciens d'ailleurs disent que
on souffre d'un déficit d'entretien des infrastructures. Hein. C'est pas un scoop pour les économistes ni pour les techniciens. Hein. Ça fait 10 ans, 15 ans. Le premier audit que je connais sur le sujet en matière d'infrastructures ferroviaires, c'est l'audit Rivier. De quand date-t-il? D'une quinzaine d'années à peu près. Hein. Donc je dirais qu'on est des prophètes peu écoutés. Hein. Rivier, c'est un professeur de l'EPFL qui avait fait un audit de l'État d'économiste et spécialiste des transports ferroviaires, qui avait fait un état de l'entretien des infrastructures ferroviaires françaises. Et il a été, lui, un prophète peu écouté. Alors l'autre exemple que vous citiez, c'était... Par rapport à justement, plutôt que de choisir tel ou tel candidat en fonction d'une doctrine, en fonction d'une philosophie politique, comme ça avait pu être le cas par le passé, oui. On convient plutôt de choisir, par exemple, en fonction du taux de TVA, tel candidat plus 1,5%, tel candidat plus 2%. Finalement, on a l'impression que les enjeux civilisationnels sont sacrifiés à une simple défense de prébande qui, quelque part, il me semble être un peu regrettable. Et en cela, pour apporter la contradiction par rapport justement au sens de prophétie que vous avez évoqué. Bon, les interprétations des médias sont une chose, l'amplitude des arguments et la nature des arguments sont une chose. On peut peut-être le regretter, mais tous les économistes, je vais dire raisonnables, même les autres, tous les économistes sont bien conscients sur le fait que l'économie n'est qu'un outil. N'est qu'un outil qu'il faut manier, qu'il faut manier avec précaution parce qu'il a des enseignements ambigus, mais qui ne dicte pas les décisions. Hein. Alors peut-être que dans les campagnes, les arguments politiques, tels arguments économiques ont été mis en avant de manière électorale. Hein. C'est possible, hein, mais il faut pas en reprocher. Il faut pas le reprocher aux économistes. Je pense qu'il faut plutôt approfondir l'économie pour voir exactement ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas. Hein. Alors, ça c'est ma réaction d'économiste. Maintenant, je ne suis pas le seul économiste dans la salle. Peut-être que d'autres ont des réactions analogues, parce que le problème que vous posez est un problème de société, hein, tout à fait. C'est la place de l'économie dans le débat politique, hein, et l'importance des arguments économiques que l'on met en avant pour dans les discussions sur le débat de société et le débat politique, c'est sûr. Hein. Mais là, je pense qu'il y a un problème de pédagogie en France. Je pense qu'en France, il y a un problème de pédagogie, en ce sens que, et là, vous pouvez avoir un rôle très important à jouer. La France est un des pays où il y a à mon avis, de mon expérience, la France est un des pays où il y a la plus grande coupure entre les économistes et puis la société. Et la société connaît très mal les mécanismes économiques, les éléments d'interdépendance que je vous ai présentés, et alors que dans d'autres pays, ils font partie pratiquement du bagage de culture générale. Hein. Je ne parle pas des pays anglo-saxons qui ont une certaine orientation politique, mais je parle des pays nordiques qui ont une autre orientation politique et qui connaissent très bien la théorie économique et l'analyse économique. Hein, très bien. De
de Stockholm ne la connaît pas, mais enfin, ils ont une culture économique qui est beaucoup plus forte que la nôtre. Et je pense que nous pâtissons de cette absence de culture économique qui arrive à des hiatus comme ceux que vous signalez, entre des positions économiques qui sont prises pour des raisons peut-être circonstancielles, mais qui ne sont pas forcément des positions et politiques liées à l'économie, qui sont prises peut-être pour des raisons circonstancielles, pour des raisons parce qu'on a l'impression que ça passe, que ça va entraîner, ça va donner des voix, mais pas fondées sur une analyse économique solide. Donc moi, ma réponse, ça serait plutôt diffusons l'analyse économique et diffusons les précautions que cette analyse économique doit faire l'objet quand elle est mise en œuvre. J'ai pas esquissé tout ce que... Oui, il y a un théorème célèbre que vous allez certainement voir dans les premiers cours que vous aurez, qui est un théorème qui paraît être l'apologie du libéralisme. Elle dit qu'un marché de concurrence parfaite atteint un optimum économique. Bon, je ne vous définis pas tous ces termes qui ont des définitions précises, mais c'est un des deux théorèmes, un théorème de l'économie du bien-être. Mais ce théorème de l'économie du bien-être, on pourrait considérer qu'il constitue une apologie du libéralisme et de tout laisser-faire. C'est pas le cas du tout, parce que il faut voir les hypothèses de ce théorème. Les hypothèses de théorème, c'est qu'il y a information parfaite, qu'il y a pas d'externalité, qu'il n'y a pas de rendement constant, pas de pouvoir de marché. Et si on prend en compte tous ces éléments, lisez le livre de Tirole sur l'économie du bien commun. Si on prend en compte tous ces éléments, on s'aperçoit qu'il y a au contraire toute une série de rôles possibles de la puissance publique, de l'État, de la régulation des marchés, qui font que finalement ce théorème n'a pas du tout ne doit pas du tout avoir l'interprétation que son énoncé pur et simple pourrait laisser penser. Bonjour, je voulais savoir juste quels étaient les liens entre les mathématiques et l'économie, et spécifiquement quel domaine mathématique on étudiait ou qu'on utilisait quand on faisait de l'économie, s'il vous plaît. Oui, votre question, c'est quels sont les domaines mathématiques oui, que l'on emploie quand on fait de l'économie. En économie, oui. Voilà. Alors, il y en a trois. Il y en a en dehors de l'algèbre, etc. Il y a trois domaines. Un premier domaine, les deux premiers domaines sont liés à l'optimisation, et avec deux variantes. La première, c'est l'optimisation sous contrainte. Vous avez par exemple une entreprise, elle cherche à minimiser son coût pour fabriquer un objet donné. Alors pour fabriquer un objet donné, elle a besoin soit de beaucoup de personnel et pas beaucoup de machines, ou l'inverse. En fonction du coût du personnel et du coût de la machine, elle va choisir ses entrants. La quantité de personnel d'une machine qui minimise son coût. Et ça, c'est une minimisation, une optimisation sous contrainte. Vous avez aussi un autre outil qui est utilisé, qui est ce que l'on appelle l'optimisation dynamique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ce sont les méthodes qui servent, par exemple, à envoyer des fusées dans l'espace, dans lequel on a une fusée qui part, on a un objectif, et puis on corrige la trajectoire au fur et à mesure pour qu'elle atteigne l'objectif avec le minimum de consommation de carburant, des choses dans ce goût-là. Et ça sert également en économie. Et vous avez actuellement un groupe de travail qui s'occupe du prix collectif du carbone, la valeur tutélaire du carbone. C'est ça le terme technique, la valeur tutélaire du carbone, c'est-à-dire quel est le prix du carbone qu'il faudrait appliquer
pour décarboniser, ou décarboner, je ne sais pas comment on dit, pour décarboner, pour éviter le réchauffement planétaire. Alors, le réchauffement planétaire, vous savez, les catastrophes qu'on nous promet dans 100 ans, il faut se préparer à lutter, à empêcher ces catastrophes, donc décarboner notre économie. Et pour ça, un moyen, c'est d'avoir une valeur du carbone de tous les produits qui émettront du CO2, une valeur d'émission du CO2 qui soit suffisamment élevée pour que les gens se dissuadent d'émettre du CO2 et pour que les investissements publics se préparent à une économie décarbonée. Et dans le cadre de ce groupe de travail, pour voir la manière dont cette valeur du carbone doit évoluer dans le temps, eh bien, on utilise des modèles d'optimisation dynamique qui sont tout à fait comparables aux modèles dont Bernard Lapeyre pourrait vous parler plus savamment que moi, qui servent à définir des trajectoires avec correction d'erreur, si je puis dire. Et alors, le troisième outil, c'est la théorie des jeux. Alors la théorie des jeux, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, je pense, qui traite les situations dans lesquelles un certain nombre d'agents ont un objectif, ont chacun des objectifs, ont des décisions à prendre et en fonction des décisions qu'ils prennent, leur objectif et l'objectif des autres sera plus ou moins atteint. L'exemple typique d'une situation de théorie des jeux, c'est la problématique du réchauffement planétaire. Dans le réchauffement planétaire, comme je le disais tout à l'heure, il faut que l'humanité fasse des efforts assez considérables pour réduire les émissions de gaz carbonique. En France, on voudrait les annuler en 2050, qu'il n'y ait plus d'émissions de gaz carbonique en 2050. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Mais c'est un objectif et c'est une action qui est mondiale, parce que ça sert à rien qu'un pays fasse quelque chose si les autres ne font rien. Alors, on est dans une situation de théorie des jeux, en ce sens que la situation la meilleure, où tout le monde est gagnant, c'est celle où tout le monde fait les efforts qu'il faut, dans des proportions bien conçues à définir, bien proportionnées et à définir. Mais à partir du moment où tout le monde fait des efforts, eh bien moi, la France ou moi, je ne sais pas quel autre pays, j'ai tout intérêt à ne plus faire ces efforts parce que je bénéficierai comme l'effet du réchauffement planétaire, des règlements climatiques et l'émission des gaz carboniques est un phénomène planétaire, ce qui est émis par n'importe quel pays touche tous les autres. Donc moi, si je me sors de cet accord, de l'accord de Paris, pour être précis, eh bien, j'y ai beaucoup d'avantages, parce que je ne ferai pas les efforts, mais je bénéficierai, puisque moi je suis une toute petite partie de... La France est 1% ou un peu moins de l'économie mondiale. On ne perdra pas grand-chose si on se retire, mais en général, mais on gagnera beaucoup en économie de coûts et en économie de dépenses. Donc vous avez une situation là qui est une situation de théorie des jeux où si tout le monde se met d'accord, tout le monde est gagnant, mais chacun a individuellement intérêt à se retirer. Et si chacun prend la décision qui est individuellement pour lui la meilleure, eh bien, il n'y aura pas d'accord de Paris, on sera soumis au dérèglement climatique. Je voulais compléter la réponse de Émile Quinet. Sur le plan des outils mathématiques, en première année, vous aurez un cours d'optimisation qui démarrera dans 15 jours. Au second semestre, vous aurez la possibilité de choisir un cours qui s'intitule « Décision dans l'incertain », qui est proposé par Bernard Lapeyre, qui est parmi nous ce matin. Et puis, en deuxième année, vous aurez la possibilité de suivre un cours de théorie des jeux. Merci. Bon, alors moi, je suis pas élève, mais je suis intéressé par la théorie des jeux. Est-ce qu'on connaît dans les sociétés humaines des cas où
La théorie de jeu ne s'est pas appliquée, justement, pour parler du réchauffement climatique. Où vous dites faut que tout le monde joue le jeu. Dans le cas voilà. Mais est-ce qu'on connaît des exemples d'une société humaine où la théorie des jeux ne s'applique pas, c'est-à-dire où tout le monde a joué le jeu, entre guillemets, dans l'intérêt collectif? En général, pour jouer le jeu, il faut des institutions, il faut quelque chose qui incite à jouer le jeu. Alors, un exemple qui oblige à jouer le jeu, c'est dans le cas du carbone, par exemple, ce sont les marchés du carbone. À partir du moment où un marché du carbone est instauré, eh bien, le jeu se joue automatiquement entre les agents. Le problème est d'arriver à institutionnaliser ce marché. Et actuellement, il ne fonctionne pas bien. C'est le moins qu'on puisse dire, il ne fonctionne pas bien. Alors, donc voilà un premier moyen, c'est de mettre en place des mécanismes, notamment des mécanismes institutionnels qui permettent, qui amènent à jouer le jeu. Et de ce point de vue-là, l'accord de Paris est un accord à minima, parce que on a décidé un objectif général, on a décidé des clauses de revoyure, on a décidé l'annonce de mesures qui sont prises. C'est plutôt une pression morale que véritablement une obligation juridique. Alors maintenant, je cherche des situations de jeu où la coopération a bien fonctionné. Vous en voyez peut-être? Non, justement. Je me suis dit peut-être qu'un économiste y sait. Il faudrait d'abord trouver une situation... Vous avez une situation de coopération qui fonctionne. C'est tous les... et là, je me retourne vers la directrice. C'est toutes les situations de coopération intercommunale dans lesquelles il y a des mécanismes. Alors là aussi, on passe par des mécanismes de coopération qui sont mis en place et qui permettent de mutualiser obligatoirement et donc de trouver un peu automatiquement la solution la meilleure pour les différentes parties prenantes, les différentes communes dans le cas particulier. Oui, c'est un bel exemple de stratégie, là, effectivement, où il y avait une possibilité de catastrophe, mais c'est pas tout à fait la même situation que j'ai. Alors, en plus, la coopération était facilitée parce qu'il y avait que 2 partenaires. Et on voit bien maintenant que la guerre froide, c'est pas la guerre froide, le risque nucléaire, maintenant qu'il y a 36 partenaires, un nombre de plus en plus nombreux de partenaires qui ont la bombe atomique, c'est de plus en plus difficile parce que il faut arriver à faire respecter l'accord et la possibilité de free-riding, de resquillage est plus forte. La possibilité de resquillage est plus forte. Vous avez des exemples de coopération qui ne sont pas forcément à citer. C'est parce qu'ils n'ont pas été dans le sens du bien public, mais c'est les coopérations qu'il y avait à un certain moment et qui existent peut-être encore sur les conférences maritimes, dans lesquelles vous aviez un groupe d'armateurs qui se mettaient d'accord et qui organisait à la fois les services réguliers de cargo qui desservaient certaines lignes, se partageaient le marché et fixaient les prix. Alors là, c'est un peu une situation de collusion, d'entente. Alors, pour aller dans le même sens, il y a les situations d'entente entre duopole ou oligopole, des situations dans lesquelles plusieurs firmes qui opèrent sur le même marché s'entendent pour fixer leur prix en accord, le fixer plus élevé que ce que donnerait une situation de concurrence et donc empocher les bénéfices. Alors c'est une situation que vous étudierez, je pense peut-être dans les cours que vous aurez. C'est une situation qui a fait l'objet de beaucoup d'études en économie industrielle.
dans lequel on voit les conditions, analyse les conditions pour lesquelles cette coopération qui s'instaure entre les acteurs tient, ou dans lesquelles les conditions dans lesquelles elles seront, l'accord seront, et les conséquences de l'accord en question. Mais je dois dire que ce genre d'accord est prohibé par les règlements concernant la concurrence. Et l'autorité de la concurrence, par exemple, quand elle soupçonne qu'il y a un accord, eh bien, elle va regarder, vérifier si ce soupçon est justifié. Et il y a des outils pour justement essayer d'évaluer la probabilité de l'accord. Alors l'accord, on peut le prouver parce qu'on a les records d'une rencontre entre les dirigeants, mais il peut se prouver aussi par des moyens économétriques qui montrent que les prix sont nettement, les prix des différents membres de l'oligopole sont nettement supérieurs à leur coût, et donc ils se sont mis d'accord pour augmenter leur prix au détriment du consommateur. Donc c'est des exemples où ça a pu marcher, la coopération, mais c'est pas des exemples forcément bons dans le sens du service public, de l'intérêt public. J'aurais bien une question, alors elle est assez large. Bon, il y a diverses écoles de pensée économique. On parle d'économie orthodoxe, hétérodoxe. Comment, en quelques mots, on peut brosser un paysage de ces divergences de pensée entre les économistes? Très largement, elles viennent de différences dans les objectifs qui sous-tendent toujours. Alors c'est très difficile quand on fait une analyse dans un domaine comme l'économie, dans lequel l'économie est mélangée à la psychologie, à la sociologie, etc., de faire une analyse qui soit totalement pure des présupposés que l'on a. Et il faut vraiment faire un effort considérable pour avoir une honnêteté intellectuelle qui dépasse, qui permet de faire de l'économie sans y mêler ses propres orientations. Et je pense que la plupart du temps, les divergences sur ces économistes hétérodoxes viennent en fait des divergences sur les objectifs qui sont poursuivis. Et j'ai cité en particulier le dilemme entre efficacité et équité. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense qu'une bonne partie des débats politiques qu'il y a en termes économiques et qui se traduisent en termes politiques, en termes politico-économiques, viennent de l'endroit où on met le curseur entre efficacité et équité et la manière dont on conçoit l'équité, en dehors de la manière un peu simpliste dont je vous l'ai présenté tout à l'heure. Merci beaucoup de votre attention et à votre disposition si vous voulez échanger. Vous pouvez me joindre facilement par mail, vous devez l'avoir. Voilà.